Bonjour à tous et bienvenue dans Futur Mag. Aujourd'hui, nous sommes dans la ville de Laval qui, comme chaque année, accueille le Salon international de la réalité virtuelle. Dans cette émission, nous plongerons tout d'abord dans un univers en pleine expansion, celui des objets connectés. Un objet connecté, réellement connecté, c'est un objet qui est accompagné de services. Nous irons ensuite en Tanzanie sur la piste d'une révolution des lunettes universelles et à petit prix pour les pays en développement. À chaque fois qu'une personne ajuste ses lunettes, retrouve la vue et sourit, c'est un cadeau de Dieu. Enfin, direction l'Angleterre où nous découvrirons la réponse des architectes aux inondations liées au réchauffement climatique. C'était rassurant de savoir que nous étions à l'abri sur notre propriété. Bien entendu, à tout moment, vous pouvez également nous suivre sur arte.tv/futurmag où un double écran vous permet de réagir en temps réel sur les contenus de l'émission. Laurent Chrétien, vous êtes le directeur du Laval Virtual. Quelle est la particularité de ce salon ? Ce salon est le premier salon en Europe des technologies du virtuel. Au départ, il a été créé sur la technologie de la réalité virtuelle et puis progressivement sont venus se greffer dans le salon en prospective des technologies du type réalité augmentée. Et aujourd'hui, quelle est la tendance cette année ? Alors la tendance cette année, c'est les objets connectés. Comme l'année dernière, nous avons eu par exemple les imprimantes 3D qui ont poussé très fort sur le salon, mais aujourd'hui, vous n'en voyez presque plus parce que c'est déjà passé. En réalité, vous êtes ici ou vous êtes... Je suis juste derrière vous. Non. Sérieusement ? Oui. Je vous vois pas. Je vous vois pas. Les objets ont rendez-vous avec Internet, une rencontre qui va progressivement bouleverser notre quotidien. Et dans ce domaine des objets connectés, les Français ont joué un rôle précurseur. Et vous allez le voir, ils sont toujours à la pointe. On parle même de la French Connection. C'est la grande tendance du moment. Les objets connectés déferlent partout dans le monde. Un objet connecté, c'est un objet du quotidien relié à Internet qui récolte des données via des capteurs et utilise une interface, smartphone, ordinateur ou tablette, pour communiquer avec l'utilisateur. L'Internet des objets se décline aujourd'hui presque à l'infini. Clés fonctionnant à distance avec un smartphone, brosse à dents détecteur de caries, bracelet capteur d'ensoleillement contre les coups de soleil. Bref, une multitude d'appareils est apparue et même les grandes enseignes consacrent des rayons entiers d'objets connectés. Et surprise sur les étals, parmi les montres, bracelets et autres appareils connectés, beaucoup d'objets sont fabriqués par des Français, comme cette balance intelligente. Et c'est dans cette start-up en région parisienne que cette balance connectée a été élaborée. Cédric Hutchings, cet ingénieur de 37 ans, est le cofondateur de Withings, cette entreprise française au nom anglais. Depuis sa création il y a maintenant 5 ans, l'entreprise ne cesse de se développer grâce à l'objet phare de la marque, la balance connectée intelligente qui se transforme en coach. Donc là, je monte sur la balance non seulement mon poids, mais aussi ma masse grasse, masse maigre, mon rythme cardiaque, le niveau de CO2, de dioxyde de carbone de la pièce. Toutes ces mesures vont être transmises automatiquement, sans fil, sur mon application, dans lequel je retrouve le tableau de bord de ma santé et de mon environnement. Pour connaître l'efficacité d'un régime, la balance calcule par exemple la masse grasse indiquant à l'utilisateur s'il perd du muscle ou de la graisse. Et pour rendre cette balance vraiment intelligente et communiquer avec un smartphone, l'objet est truffé de capteurs. Donc là, on voit l'intérieur de notre fameuse balance. Il y a une partie ici qui est la partie communication. Donc c'est celle qui intègre des technologies Wi-Fi, Bluetooth, donc une antenne, tout ce qui fait ici que les informations qui sont prises par cet objet sont transmises à une application. Cette balance est multifonction. Elle surveille le régime, mais aussi l'environnement de l'utilisateur. Là, ce qui se passe sur une balance, c'est la transformation d'un objet finalement assez bête. On le transforme en un objet intelligent
qui devient un véritable coach pour avoir nous-mêmes un comportement beaucoup plus intelligent vis-à-vis de notre propre santé. Et pour nous guider pas à pas, une application dédiée permet de surveiller sa santé au quotidien. Donc j'y retrouve ma courbe de poids qui a été alimentée au fur et à mesure de mes pesées, mais aussi la courbe de rythme cardiaque, puisque la balance mesure le rythme cardiaque simplement lorsque je monte dessus. Je retrouve la manière dont je me suis rapproché ou éloigné d'un objectif hebdomadaire que je me suis fixé. Donc c'est un véritable coach que je retrouve dans mon téléphone. L'entreprise conçoit donc les objets connectés intelligents, mais aussi les applications qui les accompagnent. Les informations des objets arrivent ici, sur cette plateforme, en temps réel. Ces données ont transité via des serveurs qui sont surveillés ici. Donc là, quelque part, on a la masse des données qui est assez peu compréhensible, mais notre travail est qu'elle soit restituée de manière compréhensible et individuelle dans ma propre application. Un objet connecté, réellement connecté, c'est un objet qui est accompagné de services ou un ensemble d'applications qui permet aussi d'avoir des conseils. Et donc, c'est un objet réellement communicant est accompagné de tous les services qui sont en partie gérés ici. Aujourd'hui, Withings développe et commercialise une dizaine d'objets connectés dans le monde. La marque emploie désormais une centaine de personnes et elle rencontre un vif succès, aux États-Unis notamment. Elle a même reçu le prix de l'innovation du CES, le Salon des nouvelles technologies de Las Vegas, signe qu'une véritable French Connection est en train d'émerger. Il y a une surreprésentation des sociétés françaises dans ce domaine des objets connectés. Alors, on pense qu'on a un coup à jouer en France parce que les objets connectés font appel à des compétences d'ingénieurs qui sont très fortes ici en France, à la fois dans le domaine du design, produit, de la mécanique, de l'électronique et des télécoms. Et donc des nouvelles sociétés émergent et on a vu effectivement depuis cette année un mouvement très très fort en France autour des objets connectés. Et si les Français ont autant d'idées pour ces objets communicants, c'est qu'ils ont été inspirés par un précurseur de la French Touch, il y a une dizaine d'années maintenant. À l'époque est apparu un objet complètement ovni, qui était un lapin communicant qui s'appelait le Nabastag et qui montrait une nouvelle manière d'apporter de l'information dans la maison. Et donc il a, je pense, créé de l'imaginaire et suscité des vocations auprès de générations d'ingénieurs télécoms dans ce domaine passionnant des objets connectés. Car Nabastag, c'est l'ancêtre des objets connectés. Un peu gadget à l'époque, il a été l'un des premiers objets communicants au monde. Connecté à Internet via le Wi-Fi, il était capable de lire des mails à voix haute, de diffuser des informations et de la musique. Et l'inventeur pionnier du Nabastag, ce lapin un peu loufoque, c'est lui, Rafi Aladjian. Cet entrepreneur franco-libanais de 52 ans a toujours eu une longueur d'avance. Il s'est lancé le premier dans le Minitel, puis dans Internet en France. Aujourd'hui, dans sa nouvelle start-up en région parisienne, il lance un nouvel objet connecté, Mother. Le fait que ça s'appelle Mother, qui était l'idée initiale, c'est d'avoir quelque chose qui s'occupe de tout, qui fait tout ce qu'il faut. S'il faut s'occuper de ta santé, je m'occupe de ta santé. S'il faut s'occuper de ta sécurité, de ton bien-être, je m'occupe de tout. Et donc c'était ça l'idée d'abord de la Mother. Et la nouveauté de cet objet connecté, ce sont ses cookies. Ces petits capteurs qui permettent de connecter et de rendre intelligent presque n'importe quel objet du quotidien. Car Mother récolte un tas d'informations sur les objets, grâce à des outils très simples intégrés dans les cookies. Un cookie possède à l'intérieur un capteur thermique et un accéléromètre pour mesurer et enregistrer en temps réel les mouvements et la vitesse. Ces capteurs extrêmement sensibles fixés à un objet permettent de mesurer et détecter chaque type de mouvement. C'est donc le cookie qui rend l'objet connecté intelligent en envoyant les informations par ondes radio à Mother. Celle-ci les centralise et les renvoie via le Wi-Fi à une application. L'idée, c'est d'augmenter les objets finalement, c'est-à-dire de les prendre dans leur fonction originelle et puis de leur ajouter un petit quelque chose en plus, un supplément de service d'une certaine manière, et de les rendre davantage intelligents. Donc on ne touche pas à la nature de l'objet lui-même, on l'augmente simplement en lui ajoutant un capteur. Un capteur qui rend un objet utile ou intelligent en le connectant. Une idée née d'une histoire très personnelle de son créateur et qui lui a inspiré son nom. Il se trouve que ma mère est Alzheimer et de plus en plus Alzheimer. Et une des premières idées d'application qui est apparue, c'est si j'avais un cookie sur le pilulier de ma mère, je saurais si elle prend ses médicaments. Ça, c'était la toute première idée. Mother peut donc prendre soin de nous et connecter n'importe quel objet. Pour le vérifier au quotidien, Rafi Aladjian a recréé un véritable écosystème d'objets connectés chez lui. Bienvenue.
Bon, alors ici, c'est ma maison, et donc forcément, c'est ici que j'expérimente le plus des choses, en tout cas que je teste des trucs, et donc c'est super cookifié, il y a des cookies partout. Tenez, regardez, par exemple, il y en a une sur cette bouteille, et ça permet de savoir quand est-ce qu'on boit de l'eau et combien on verse d'eau. Ça, c'est pour un vrai usage, c'est ma vraie boîte de médicaments et je prends vraiment de ce médicament pour mon cholestérol tous les jours. Et comme j'oublie souvent, ça c'est un vrai truc qui me sert vraiment. Il y en a sur cet arrosoir pour nous rappeler que cette pauvre plante, parfois on l'oublie parce que c'est la seule plante de la maison. Il y en a forcément une sur la porte, ici. Donc quand je l'ouvre, je reçois une alerte sur mon iPhone. Puis il y a un cookie sur un truc qu'on a de très précieux, notre girafe. Donc le premier qui part avec la girafe sous le bras, on recevra une alerte et je pense qu'on le rattrapera très très vite. Des usages les plus incongrus donc aux usages les plus utiles. Mother, relié à Internet, affiche ensuite ses informations sur un support choisi, smartphone, ordinateur ou tablette. Pour Rafi, tous les objets sont amenés à devenir intelligents et connectés demain. Après la révolution du web et du mobile, l'Internet des objets devrait être la troisième révolution de la communication. Nous sommes toujours au Laval Virtual et je suis maintenant en compagnie d'Arnaud Lefebvre. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur général adjoint de Josh Fire, une entreprise qui travaille sur le monde des objets connectés. Alors pouvez-vous d'abord m'expliquer pourquoi les Français sont aussi bien placés dans ce domaine? Les Français ont une vraie expérience d'éducation au niveau de l'ingénierie. On a su créer des TGV, on a su créer des Airbus et à un moment donné, on a moins su créer des services Internet. La chance qu'on a, c'est qu'aujourd'hui, on est capable, avec les objets connectés, d'allier ces deux domaines de compétences. Alors, tous ces objets connectés, est-ce qu'ils répondent à un besoin ou est-ce qu'on est en train de créer des besoins complètement nouveaux? Quelque part, est-ce que c'est gadget ou est-ce qu'on est en train de créer une vraie utilité nouvelle? Je pense que c'est un savant mélange des deux. Et puis, on a toujours une innovation qui peut paraître gadget quand elle se lance et qui va devenir essentielle une fois qu'elle aura été adoptée par beaucoup de monde. Par contre, un point qui est vraiment important, c'est que c'est sûr que les objets connectés vont changer nos usages, vont changer notre appréciation du réel. Chez Josh Fire, vous créez des objets connectés. Quel vous paraît être le domaine d'application le plus prometteur pour ces objets, justement? Un des domaines d'application le plus évident aujourd'hui, ça va être la santé, notamment parce qu'on connaît aujourd'hui les petits bracelets qu'on peut porter et qui nous aident à mesurer notre activité physique, notre dépense journalière. Mais on peut imaginer d'aller beaucoup plus loin dans la santé et d'embarquer des microtechnologies ou des nanotechnologies qui seront connectées et qui nous permettront éventuellement de prévenir un certain nombre de problèmes. Alors, on estime qu'il y aura plusieurs dizaines de milliards d'objets connectés dès 2020. Alors, figurez-vous qu'il existe sur Internet déjà des moteurs de recherche pour débusquer et recenser tous ces objets connectés, et c'est notre bref du web. Bienvenue dans le monde de l'Internet des objets. À l'avenir, n'importe quel objet qui nous entoure pourrait être connecté. Développé aux États-Unis, le site Shodan est le premier moteur de recherche des objets connectés. Le site a déjà recensé des centaines de milliers d'objets. L'inventeur du site, John Matherly, imaginait qu'il serait utilisé par les sociétés pour analyser l'utilisation de leurs objets. Mais en recensant leur existence, le site est devenu l'outil idéal des pirates informatiques qui peuvent ainsi prendre contrôle à distance de nos appareils connectés et mal sécurisés. Avec 50 milliards d'objets connectés estimés en 2020, nous ferions bien d'apprendre à protéger nos outils. Arnaud, si j'opte pour un frigidaire ou une voiture connectée, est-ce que je prends le risque d'en perdre le contrôle? Alors on peut effectivement imaginer qu'on ait des vagues de criminels qui prennent à distance le contrôle de différents objets qui nous sont chers dans la vie de tous les jours. Le risque est bien sûr moins important quand on parle d'un frigo parce qu'on risque juste d'avoir des produits périmés. Quand on parle d'une voiture, si quelqu'un se met à prendre le contrôle de la voiture à distance et commence à jouer avec les freins ou avec la direction, on peut faire des dégâts assez importants. Mais je pense que la prévention de ces risques et la sécurisation des objets sera quelque chose qui sera de toute façon au cœur des prochaines innovations. Il suffit de créer des codes d'accès ou des choses comme ça pour verrouiller ce risque-là? Ça, on va dire que c'est la V0 et que
On peut aussi réfléchir de la biométrie pour activer un objet, des reconnaissances auxquelles on ne réfléchit pas forcément aujourd'hui. C'est aussi ça l'avantage de l'innovation, c'est qu'on ne sait jamais de quoi demain est fait. Alors pour bien appréhender cet avenir hyper connecté, nous avons envoyé Monsieur Keller dans le futur pour nous servir d'éclaireur. Plus ça va et plus la vie de Monsieur Keller va devenir connectée. Aujourd'hui, ce sont les objets de sa maison qui sont connectés, comme sa brosse à dents ou sa bouteille de lait dont la date de péremption clignote sur l'ordinateur. Demain, ce seront les rues, les voitures ou les magasins qui seront connectés. Et surtout, c'est Monsieur Keller lui-même qui enverra et recevra des informations à tout bout de champ. Grâce à un bandeau de haute technologie, par exemple, l'activité de son cerveau sera épiée en permanence. Selon son humeur, sa concentration ou le niveau de sa mémoire, ce bandeau lui conseillera des exercices à faire ou des programmes à regarder. Sa santé aussi sera surveillée. Et à la moindre alerte, l'armée de capteurs enverra des signaux aux robots personnels programmés pour prodiguer les soins nécessaires. Tous ces objets seront évidemment reliés à son ordinateur du futur, capable de stimuler les 5 sens et du coup de diffuser des films en y intégrant goût et odeur. Mieux encore, ces objets connectés pourraient même un jour permettre à Monsieur Keller de trouver la compagne idéale, tout aussi connectée que lui. Alors est-ce que Monsieur Keller voit juste ou est-ce qu'il exagère sur le futur? Je pense que Monsieur Keller voit juste. Il voit un poil loin, mais il voit juste. Tout simplement parce qu'on sait maintenant que Google, par exemple, réfléchit à connecter directement les cerveaux humains à son moteur de recherche. Donc, Sans passer par le clavier ou l'ordinateur, c'est-à-dire juste en passant par les flux électriques du cerveau et rendre interopérable en fait un cerveau humain avec des requêtes de recherche sur un moteur qui sera celui de Google en l'occurrence. Et c'est un plan de recherche et de développement chez eux sur les 25 prochaines années. Donc c'est faisable, c'est réel, enfin, on y touche, mais c'est pas tout de suite. Est-ce que vous diriez que toute connectivité est souhaitable? Parce que c'est un petit peu angoissant. Alors, je pense que toute connectivité n'est pas forcément souhaitable et tout dépend du curseur où l'on met, en gros, l'intrusion dans la vie privée, dans l'intimité personnelle et le service qu'on reçoit de ces objets connectés. Mais est-ce qu'on aura le choix de refuser l'hyperconnectivité? Parce qu'aujourd'hui, par exemple, il est assez difficile de ne pas avoir de smartphone dans le milieu professionnel. Est-ce que de la même façon, on ne demandera pas aux gens, justement, d'avoir cette hyperconnectivité? C'est un risque, c'est un vrai risque et je pense qu'effectivement, on sera amené à trouver des arbitrages qui ne seront pas forcément des arbitrages personnels, mais qui seront l'équivalent de ce que fait la CNIL sur l'Internet aujourd'hui. Arnaud, merci infiniment d'avoir répondu à nos questions. Et vous pourrez retrouver l'intégralité de cette interview sur arte.tv/futurmag. Ça, c'est de l'immersion virtuelle? Alors ça, c'est plus que de l'immersion virtuelle. L'immersion virtuelle, c'est la lunette de réalité virtuelle que le monsieur qui danse sur son outil a, mais pour le coup, c'est de l'immersion totale. C'est-à-dire que l'interconnexion et la connexion avec l'outil sur lequel vous avez la main va lui permettre de transformer son corps en un joystick qui va le faire rentrer dans le monde virtuel qu'il est en train de découvrir pour faire un jeu ou une autre aventure, une autre expérience. Là, il s'est perdu et il a eu peur. Retour dans la réalité. À travers le monde, plus de 700 millions de personnes ont des problèmes de vue, mais pas forcément les moyens d'acheter des lunettes. Dans notre rubrique Homme, aujourd'hui, nous allons découvrir une invention qui va permettre à tous ces gens d'y voir plus clair. Mais avant, faisons le point sur les différents défauts de la vision. On distingue 4 types de défauts visuels. Le myope voit bien de près, mais distingue mal les objets lointains. À tel point qu'après une mémorable Traviata, Maria Callas serra sur son cœur une botte de radis lancée par un plaisantin qu'elle prit pour des roses. Chez l'hypermétrope, c'est l'inverse. Sa vue est floue de près. Quant à l'astigmate, il déforme tant les objets proches que lointains. Enfin, la presbytie, qui touche presque tout le monde après 45 ans, rend difficile une lecture à moins de 30 ou 35 cm. Les problèmes de vue sont très répandus, mais de manière étonnamment inégale.
En Europe, 40% des adultes sont myopes, contre 5% des aborigènes d'Australie et environ 90% des Asiatiques. Et le phénomène ne fait que s'aggraver. En Asie, on parle même de véritable épidémie de myopie. En cause, nos environnements éclairés à l'électricité et les temps de plus en plus longs passés devant nos écrans, qui imposent une lecture bien trop proche. Avec un problème d'une telle ampleur, que faire pour tous ceux qui ne peuvent pas s'offrir des lunettes? La solution, c'est un Néerlandais qui l'a trouvé. Jan Invelt a inventé les lunettes universelles. Elles coûtent quelques euros et elles permettent de corriger la plupart des défauts de la vision car elles sont réglables avec des petites molettes sur le côté qui permettent de corriger n'importe quel ou la plupart des défauts de la vision. Une innovation géniale, simple, dont l'histoire commence en Tanzanie. Centre-ville de Dodoma, capitale officielle de la Tanzanie. La boutique de Liliane, opticienne depuis 10 ans, est bien placée, mais son carnet de commandes est souvent vide. Les patients qui viennent ici se font ausculter. Mais quand je leur prescris des lunettes, notamment les personnes âgées, ils me disent que c'est trop cher et s'en vont. Liliane subit de plein fouet cette triste réalité. Près de 3 milliards de personnes vivant avec moins de 2 $ par jour n'ont pas les moyens de s'acheter des lunettes. De retour en Hollande, après un séjour en Afrique, Frédéric décide en 2002 de relever ce défi. Fabriquer la première paire de lunettes au monde que l'on peut garder toute sa vie, quelle que soit l'évolution de sa myopie ou de sa presbytie, et ce, pour moins de 10 $. Son beau-père, Yann, ancien entrepreneur dans l'acier, est immédiatement associé au projet. Il m'a fait part de son idée et je dois dire que ma première réaction a été des lunettes ajustables. Pourquoi j'aurais besoin de lunettes ajustables? Est-ce que le monde attend ce genre d'innovation? Mais après explication, j'étais très excité. Il faudra néanmoins plusieurs années et l'aide des meilleurs spécialistes de différentes disciplines pour mettre au point ces lunettes ajustables. Ces lunettes s'adressent exclusivement aux myopes et aux presbytes. L'œil d'une personne à la vision normale fait la mise au point des images qu'il voit sur la rétine. L'œil d'une personne myope fait la mise au point devant. L'image qui est lue sur la rétine est donc floue. Idem pour l'œil d'une personne presbyte, qui fait la mise au point derrière. Pour les myopes, le fonctionnement des lunettes ajustables est donc assez simple. 2 verres à la courbure inverse sont placés l'un sur l'autre. 2 petites molettes de chaque côté des branches permettent de faire coulisser les verres suivant un axe horizontal. Plus la forme de ces 2 verres devient concave, plus la correction est forte pour un myope. Une seconde paire de lunettes existe pour corriger la presbytie. Et elle repose sur le principe inverse. Plus la forme de ces 2 verres devient convexe, plus la correction est forte. Aujourd'hui, Yann et Frédéric fabriquent à la chaîne ces lunettes, grâce à l'ingénieuse intégration d'une autre innovation dans le processus de fabrication. Bienvenue dans l'usine où nous fabriquons les lunettes. Vous voyez ici tout l'équipement qui permet de les fabriquer. Dans une production classique, on utilise un procédé à basse pression qui permet de faire un verre entre 45 et 60 secondes. Ici, nous les faisons avec une simple machine à CD qui nous permet de sortir 2 verres en 9 secondes, soit un verre toutes les 4 secondes et demie, soit 10 fois moins qu'avec l'autre procédé. Comme vous le voyez, la machine monte et descend et sort les verres les uns après les autres. Les verres ont besoin d'être recouverts d'une protection anti-reflet et anti-rayures. Parce que vous savez, quand vous êtes au Sahara et qu'il y a beaucoup de vent, vous êtes très content d'avoir des lunettes qui ne se rayent pas. C'est donc ici qu'on fabrique les revêtements. Les principaux artisans de cette première mondiale sont réunis aujourd'hui. Ils viennent d'Espagne, d'Angleterre et des Pays-Bas. Objectif, continuer à réduire le coût de production tout en améliorant la qualité du produit. Aujourd'hui, le modèle que nous produisons est la version 1.6. Si vous souhaitez mettre une nouvelle technologie sur le marché, il faut compter 2 ans et demi pour y parvenir. Le temps de mettre au point le design,
les moules, de faire les tests du moule. Et fidèle à son engagement social, les lunettes de Yann sont assemblées et conditionnées par des personnes handicapées en contrat d'insertion. Depuis 2009, des milliers de lunettes sont expédiées chaque année dans une quinzaine de pays, en Asie, en Amérique latine et en Afrique. Liliane est aujourd'hui la représentante officielle de ces lunettes universelles en Tanzanie. Yann est venu spécialement de Hollande lui donner un coup de main pour aller à la rencontre de ses clients avec une cargaison de 1600 lunettes. C'est très simple, vous les mettez sur votre nez, puis vous utilisez vos index et vos pouces pour ajuster votre vue un œil après l'autre. Direction Ambolo, à 200 km de là. Un village parmi tant d'autres, oublié par les spécialistes médicaux. La raison pour laquelle nous faisons tout ça, c'est qu'il y a très peu d'optométristes et d'ophtalmologistes dans les zones rurales. Dans un pays comme la Tanzanie, il y a seulement 12 ophtalmologistes pour 40 millions de personnes. Focus Spec a été créé pour aider les personnes vivant dans les zones reculées, ayant un faible revenu et un mode de vie très simple. Mwangaza FM Singida na 5. Na mpendwa msikilizaji wa Radio Mwangaza FM, nilikuwa naye dada Lilian kutoka Focus on Vision. Une visite préparée en amont par Liliane qui utilise le pouvoir des ondes pour prévenir les habitants. Cette annonce permet de toucher plus de 1000 personnes d'un coup. Au dispensaire, pendant 2 jours, plusieurs centaines de personnes vont se succéder. 80% d'entre eux pourront régler leurs problèmes de vue en achetant les lunettes de Yann. Bonjour. Nous sommes ici aujourd'hui pour voir si vous avez besoin de lunettes. Ce sont des lunettes ajustables. Parmi les patients, Catherine, l'institutrice du village. Elle n'a pas vu d'ophtalmologue depuis 7 ans et ses anciennes lunettes ne sont plus du tout adaptées à sa vue d'aujourd'hui. Quand j'ai entendu que vous veniez, j'ai dit « Alléluia ». Comme la plupart des personnes de plus de 45 ans, Catherine souffre de presbytie. Un handicap majeur quand on doit enseigner la lecture et l'écriture aux enfants du village et quand on éprouve soi-même de grosses difficultés pour lire. My name is Jan. Catherine, ce sont des lunettes ajustables. Vous pouvez tourner la molette rouge pour changer la focale, ok? 2 tours de molette plus tard, la magie opère. Maintenant, je peux lire. Est-ce que vous êtes contente? Bien sûr que je suis contente. À chaque fois qu'une personne ajuste ses lunettes, retrouve la vue et sourit, c'est un cadeau de Dieu. Ces lunettes sont vendues entre 2 et 5 euros en fonction des moyens de chaque personne. Pour ce prix imbattable, Catherine pourra les utiliser pour le restant de sa vie. Voici ma maison. Et même les prêter à son mari s'il en a besoin. Je n'y arrive pas sans lunettes. Essayons maintenant avec les lunettes. Regarde, j'y suis arrivée. D'autres initiatives similaires se développent un peu partout dans le monde. Et pour Yann, c'est tant mieux. Notre capacité de production maximale est d'1 million de lunettes par an. Ça veut dire qu'il y a de la place pour 1000 initiatives comme la nôtre pour satisfaire tous les besoins. Souhaitez-vous les essayer maintenant? Allez-y. Les climatologues sont formels. Inondations et submersions marines vont se multiplier dans l'avenir. Une des solutions,
l'architecture amphibie. Nous partons tout de suite dans la banlieue de Londres où d'étranges pavillons sortent de terre pour pouvoir garder la tête hors de l'eau. Au Royaume-Uni, comme ailleurs en Europe, la population est de plus en plus souvent confrontée à des inondations, comme ce fut le cas en janvier 2014. Elles sont d'autant plus dévastatrices que le pays n'est pas préparé à ces catastrophes naturelles. Jusqu'à présent, on a essayé de se protéger des inondations en construisant des digues, mais ce système n'est pas forcément efficace face aux crues toujours plus importantes. À l'avenir, il faudra prévoir de la place pour les inondations dans les constructions. C'est la philosophie de Robert Barker et de son collègue Richard Coutts, deux architectes qui travaillent dans un cabinet à Londres. Ils sont considérés comme les spécialistes britanniques de la construction résistante à l'eau, à tel point qu'après les inondations de janvier, ils ont été contactés par le Premier ministre anglais, rien que ça. C'est une bonne surprise. J'espère que maintenant, les gens vont écouter nos théories. Les gens ont besoin de comprendre qu'ils doivent vivre avec l'eau, lui faire de la place. L'un des changements qui a eu lieu dans les années 90, c'est lorsque la Meuse, qui devient le Rhin en Allemagne, a pratiquement inondé ses berges. Jusque-là, on avait coutume de construire des digues, des barrages, des protections, qui ont tous fini par être submergés. Je pense que c'est à ce moment-là qu'on a réalisé qu'on ne pouvait plus continuer à endiguer l'eau. Pour faire face aux inondations, l'Angleterre innove en favorisant la construction de bâtiments qui s'adaptent à l'eau. L'une de ces maisons nouvelle génération se trouve dans le quartier de Forest Hills. L'architecte Robert Barker vient l'inspecter avec Jessica Lawrence, la propriétaire. Ce groupe de maisons unique en son genre a été bâti pour résister aux inondations et son efficacité a été rapidement mise à l'épreuve. En janvier, une grande partie du Royaume-Uni a été frappée par de terribles tempêtes. Nous avons eu des pluies diluviennes. Je crois que nous avons eu l'équivalent d'un mois de pluie en quelques jours. Nos voisins nous ont dit que leur jardin était marécageux, gorgé d'eau. Ils ne pouvaient pas s'aventurer dehors. Alors que nous, les pluies ne nous ont pas du tout affectés. C'était rassurant de savoir que nous étions à l'abri sur notre propriété. Cette maison agit comme une éponge. Grâce à un toit recouvert de plantes de rocaille, de petits arbustes et de fleurs sauvages, l'eau de pluie est canalisée vers un réservoir de 17 000 litres, soit l'équivalent d'une centaine de ballons d'eau chaude. Ce premier type de maison est conçu pour faire face à des précipitations exceptionnelles de plusieurs centimètres d'eau au mètre carré. Quand il pleut, la pluie tombe sur le toit végétalisé qui absorbe l'eau, la ralentit avant qu'elle ne s'écoule par cette gouttière. Elle s'évacue par ce canal qui l'amène à un réservoir d'eau. La pluie est ensuite évacuée dans un autre réservoir plus grand qui se trouve juste en dessous de moi. Et pour Robert Barker, les habitations d'hier ne sont plus adaptées aux conditions climatiques d'aujourd'hui. Avec le réchauffement climatique, nous subissons des aléas climatiques plus intenses. Nous allons avoir plus de sécheresse, mais également des pluies plus intenses. Nous serons inondés non seulement par les rivières, mais également à cause des précipitations. Et au Royaume-Uni, ces dernières années, de nombreuses maisons ont été inondées, alors qu'elles ne se trouvaient pas à côté d'un cours d'eau. Les architectes travaillent à apporter une réponse graduée à la présence d'eau. Ils travaillent actuellement sur un autre projet, une maison surélevée qui se trouve à côté d'un ruisseau. La hauteur des poteaux a été calculée par rapport au niveau de crue de ce ruisseau. L'eau est principalement dirigée autour du site et dans une zone de récupération placée sous la maison. Nous n'avons pas seulement construit la maison en hauteur, mais on l'a aussi conçue pour que toute l'électricité vienne d'en haut et pour que toutes les installations de la cuisine ne soient pas dégradées en cas d'inondation. Mais ce type de construction n'est pas adapté à des inondations de plusieurs mètres. Alors Richard et Robert ont créé une maison incroyable, la première maison amphibie d'Angleterre actuellement en construction. Une maison amphibie, c'est un mélange entre une maison flottante et une maison traditionnelle construite sur la terre. La différence entre les deux, c'est qu'au lieu de flotter sur l'eau en permanence, la maison amphibie repose sur la terre et elle s'élève lors d'inondations uniquement quand le niveau de l'eau monte. Pour construire cette maison, ils ont fait appel aux techniques de construction maritime avec des matériaux étanches. La maison s'élève à l'intérieur d'une cale, appelée cale humide.
La maison est indépendante de cette cale, ce qui lui permet de flotter quand il y a une inondation. Quand le niveau d'eau monte, l'eau monte dans la cale. Et à un certain moment, la maison commence à bouger et à flotter de plus en plus haut en glissant le long de poteaux. La maison est protégée. Elle reste au sec. Quand l'eau s'évacue, la maison se remet en place doucement à l'intérieur de la cale. La maison est guidée le long de poteaux. Elle flotte alors comme un bateau arrimé à ses fondations. La plomberie et les tuyaux d'évacuation sont suffisamment flexibles pour que la maison puisse s'élever sans dommage. Quant au jardin, il agira comme un système naturel d'alerte précoce, avec des terrasses prévues à différents niveaux, visant à ce que la montée des eaux soit progressive. Ainsi, la maison pourra s'élever jusqu'à 2,50 m en toute sécurité. Même un changement infime dans la hauteur de l'eau pourra vous indiquer si la maison va bouger et si une inondation arrive. Quand l'eau arrive ici, la maison est OK. Quand elle arrive ici, c'est toujours bon. Quand elle arrive ici, la maison va commencer à bouger. Vous pouvez donc vous préparer. Ce site au bord de la Tamise, à une centaine de kilomètres de Londres, était tout désigné pour accueillir cette maison ingénieuse. Nous sommes sur une île et toute l'île peut être inondée. Et en effet, ces derniers mois, nous avons eu malheureusement la plus grosse inondation des 50 dernières années. Évidemment, ça s'est produit pile au moment où on était en train de construire la maison. Vous pouvez voir les traces de l'inondation ici. Nous avons eu une inondation de plus d'1 mètre de hauteur. On a dû évidemment suspendre le chantier. Le prix de cette maison est d'environ 25% plus élevé qu'une maison traditionnelle. Robert Barker y voit une des solutions pour répondre aux défis du changement climatique. La maison amphibie est un progrès majeur, car elle est adaptée au changement climatique, même si on n'en connaît pas encore l'ampleur. Et comme les gens vont continuer à vivre dans ce merveilleux environnement au bord de la rivière, puisqu'il y a déjà des maisons qui existent ici, alors nous avons besoin de cette solution qui permet aux habitants de vivre ici en toute sécurité. Question, est-ce que l'on pourrait appliquer ces nouveaux principes architecturaux à des villes anciennes comme Paris ou Berlin? Pour les immeubles historiques et les quartiers comme le centre de Paris, on aura toujours besoin de protection contre l'eau. Mais il y a d'autres choses qu'on peut faire pour rendre ces quartiers plus sûrs. On peut mettre des barrières autour des propriétés privées, on peut les rendre résistantes à l'eau, pour que l'eau ne les abîme pas si elle passe au travers. On peut relever toutes les installations électriques. Il y a tellement de choses qu'on peut faire. Rendre Notre-Dame amphibie, c'est peut-être aller un peu trop loin, mais qui sait. Pour faire face à la montée des eaux, c'est l'urbanisme dans son ensemble qu'il faudra repenser. Et il existe déjà un concept de ville nénuphar, un concept qui est dans les tuyaux, un concept un peu fou, mais qui fait rêver, et c'est notre bref du web. Mais à quoi ressemblera donc notre planète si la mer continue de monter à cause du réchauffement climatique? Sur Internet, des cartes de simulation interactives permettent de s'en faire une idée très précise. L'internaute y choisit le niveau d'élévation des eaux et visualise les conséquences. À partir de 4 mètres, certaines régions sont déjà partiellement immergées. Et c'est le cas de l'île de Kiribati au large de l'océan Pacifique, qui voit peu à peu son territoire s'amenuiser. Pour s'en sortir, la firme japonaise Shimizu a donc imaginé Greenfloat, des villes nénuphars de 3 km de diamètre, prenant la forme d'îles artificielles. Et bien sûr, elles seraient autosuffisantes en énergie et neutres en émissions de gaz à effet de serre. Début du chantier, 2025, enfin peut-être. Voilà, nous arrivons au terme de cette émission qui se poursuit évidemment sur les réseaux sociaux et sur arte.tv/futurmag. Nous, on se retrouve la semaine prochaine à la même heure. D'ici là, je vous souhaite une excellente semaine. Salut und bis bald.